bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc on m'a donné la mission délicate de vous parler de 3 pathologies, le Takotsubo, le Minoka et l'Inoka. Alors pourquoi on parle de ces 3 pathologies-là? C'est des pathologies cardiovasculaires qui vont toucher en majorité les femmes, qui vont mimer des symptômes d'infarctus du myocarde ou de maladie coronaire stable, mais pour lesquels on va retrouver une coronarographie qui sera normale. Et donc, ils vont mener à un certain nombre d'investigations et d'interrogations. Et donc, c'est un peu ce qui regroupe ces 3 pathologies. D'un côté, on a le Takotsubo ou le Minoka. C'est une présentation d'infarctus du myocarde en termes cliniques. Et ces patients seront en USIC. C'est une urgence cardiovasculaire qu'on prendra en soins intensifs. De l'autre, on a l'Inoka. C'est une pathologie stable, ischémie coronaire non obstructive, dont on parlera ensuite. Ça sera plutôt géré en ambulatoire, à Lucasard par exemple. Et je vous ai mis le numéro si vous avez besoin. Et donc, on va discuter de ces 3 pathologies à travers 3 questions. La première question, c'est le Takotsubo, peut-on mourir d'un cœur brisé? Il faut savoir que ce syndrome du cœur brisé a été décrit la première fois en 1987 dans le Massachusetts General Hospital. C'était le cas d'une dame de 44 ans qui avait retrouvé son fils pendu, donc une histoire très malheureuse, qui a 30 minutes après développé une douleur dans la poitrine, mimant l'infarctus du myocarde, avec des signes électriques, des signes à la ventriculo de troubles de la cinétique, une biopsie qui a été effectuée qui ne retrouvait rien, un petit peu de nécrose, et finalement, des éditeurs et des investigateurs qui étaient très surpris de retrouver une coronarographie normale, malgré ce qui semblait être un tableau typique d'infarctus du myocarde. Et je vous invite, si vous voulez, à lire cette référence qui est très intéressante. Il faudra attendre quelques années plus tard que les Japonais publient la première série, 30 patients, dont 28 femmes, donc on est à plus de 95%, de patientes qui se présentent pour des douleurs thoraciques, mimant l'infarctus du myocarde, avec des signes électriques d'infarctus du myocarde, avec des signaux à la ventriculographie qui décriront comme typiques d'apex ballonisé évoquant peut-être un infarctus apical ou antérieur. Ils retrouveront souvent un facteur déclenchant, soit émotionnel, soit physique, dont on détaillera ensuite, et ils appelleront ça le Takotsubo, parce que la forme du ventricule gauche au moment de la ventriculographie ressemble à un piège à poulpe. Et donc on a la genèse de cette maladie finalement qui a été découverte il y a un peu plus de 20-30 ans. On a maintenant des critères clairs pour parler de ce Takotsubo. Il faut une dysfonction ventriculaire gauche transitoire et la forme la plus typique sera la ballonisation de l'apex. Il faut une absence d'obstruction coronaire ou d'argument pour une rupture de plaque en angiographie. Il faudra des signes d'infarctus du myocarde, soit par des modifications électriques avec des modifications du segment ST, soit avec une élévation de la troponine. Et enfin, il faut une absence de myocardite et de phéochromocytome. Cette pathologie, elle touche 30 personnes par million par année. Et c'est 90% de femmes. La moyenne d'âge, c'est 66 ans, donc des femmes qui seront plutôt ménopausées. Et l'incidence, elle augmente avec l'âge, au fur et à mesure de l'âge, en particulier chez les femmes. La physiopathologie qui reste encore à éclaircir, c'est une décharge de catécholamines et neuropeptides, norépinéphrine, épinéphrine, dopamine, au moment du stress physique ou émotionnel qui est ressenti, qui va entraîner des anomalies de la microcirculation, une dysfonction endothéliale et des phénomènes de vasospasme microcirculatoire. Ainsi, on a maintenant pléthore de cas et de séries sur le sujet. On peut avoir un Takotsubo, on a le cas ici d'une dame qui a mis trop de wasabi sur son sushi et qui a fait un Takotsubo qui a fini en soins intensifs. Le cas de patients qui, après une certaine période d'abstinence, lors d'un rapport, ont développé un Takotsubo. Et finalement, on a un ensemble de triggering factors. Le premier message, c'est qu'on retrouvera un élément déclencheur de ce Takotsubo que chez 2 patients sur 3. D'accord ? Il y a 25-30% de patients chez qui on ne retrouvera pas de facteur déclenchant. Le deuxième message, c'est que le principal trigger, c'est un trigger physique. Et souvent, on est appelé pour des patients en détresse respiratoire, parce qu'ils font une exacerbation de BPCO, une crise d'asthme, ou parce qu'ils sont en post-op d'une chirurgie un peu lourde, parce qu'ils feront un Takotsubo. Le deuxième message, c'est qu'en effet, la deuxième cause derrière, c'est le stress émotionnel, le fait de perdre un proche, le fait d'avoir une attaque de panique. Et pour ceux qui s'en souviennent, malheureusement, par exemple, pendant les attentats en 2015, on avait eu une série de Takotsubo qui étaient venus consulter quelques temps après. Comment on prend en charge ce Takotsubo ? Finalement, on le prend en charge en soins intensifs avec
les traitements de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire les IEC, les bêta-bloquants, les diurétiques s'il y a de l'insuffisance cardiaque, la dobutamine et plus si nécessaire s'il y a une évolution vers le choc cardiogénique. Il faut en fait des mesures qui sont peu spécifiques, c'est des mesures générales de cardiologie, prendre en charge le trouble du rythme ventriculaire et se méfier du thrombus intra-VG qui peut se former dans cet apex ballonisé. Est-ce qu'on peut mourir d'un cœur brisé? La réponse est oui. On voit ici, selon les séries, on a une très belle série qui a été faite par le docteur Elegamanji et le docteur Kernéis à la Pitié, où on a 20% de complications intra-hospitalières, donc quasiment 1% de décès. Lorsqu'on regarde à 1 an, on a 6% de patients qui seront décédés. Lorsqu'on regarde d'autres séries, ce chiffre de décès intra-hospitalier peut monter jusqu'à 5%. Au final, pour répondre à la première question, oui, on peut mourir d'un cœur brisé. Le message, c'est qu'il y a un trigger physique, soit post-opératoire, soit détresse respiratoire en 1, mais qu'il y a quand même un quart des patients environ qui n'auront pas de trigger. Importance de l'échographie transthoracique, puisque c'est des formes le plus souvent qui sont typiques à l'échographie. Si on a un doute, on peut aller jusqu'à l'IRM. Il faut éviter les ventriculographies. De notre point de vue, c'est une pratique qui est un petit peu obsolète. Les traitements, ils sont peu spécifiques. C'est les traitements cardioprotecteurs de l'insuffisance cardiaque ou du choc si on a une évolution vers le choc. Et il reste beaucoup de questions. Exploration de la microcirculation. Est-ce qu'il faut mettre de l'aspirine, de la statine chez ces patients chez qui il y a possiblement un problème de microcirculation? Ça sera à discuter. La deuxième question qu'on se pose dans ces séries de maladies cardiovasculaires qui intéressent les femmes, c'est celle des MINOCA. Est-ce qu'on peut faire un infarctus du myocarde sans avoir une maladie coronaire visible? Et d'abord, qu'est-ce qu'un MINOCA? MINOCA, on entend souvent infarctus, elle a fait un infarctus à coronaire saine. C'est une mauvaise appellation. Les coronaires ne sont pas saines, elles ne sont juste pas obstructives. Alors on a des critères qui sont établis par le SC. Donc c'est le tableau d'infarctus du myocarde, la troponine positive, les signes d'ischémie sur le CG ou à l'échographie, absence de lésion coronaire obstructive, mais ça veut dire que soit on a une coronarographie normale, soit on a une plaque, d'accord, mais qui fait moins de 50%. Et au moment de prendre en charge ce patient qui fait un tableau d'infarctus du myocarde, on n'a pas d'idée de ce que c'est. Il n'y a pas de diagnostic spécifique au moment où on le voit. On ne pense pas à un TACO, on ne pense pas à une myocardite. Il faut se méfier puisque dans ces tableaux-là, tout de même, quand on reprend les séries, on retrouve quand même 30% de TACO et de myocardite. Donc il faut vraiment les éliminer. Ces MINOCA, c'est 7% environ des présentations pour les SCA. Ici, il s'agit également d'une cohorte locale, d'un travail qui avait été fait par un ancien interne. Et il y a une surreprésentation des femmes. 13% des MINOCA auront lieu chez des femmes, 5% chez les hommes. Olivier vous a parlé de la dissection coronaire. C'est une cause d'infarctus à coronaire non obstructive qu'il faut rechercher. Du coup, je ne reviendrai pas dessus. Les causes qui nous restent sont soit des causes épicardiques, le spasme ou la rupture de plaque, soit des causes microvasculaires comme l'embolisation coronaire. L'étape 1, c'est de rechercher le spasme. Quand est-ce qu'il faut suspecter un spasme? Quand on a une jeune femme, qu'elle a eu mal en deuxième partie de nuit ou au petit matin, qu'on a une présence de facteurs de risque cardiovasculaire. Ce n'est pas une dame qui va être dénuée de facteurs cardiovasculaires, non, elle va avoir de l'hypertension, du diabète, peut-être qu'elle va fumer. Il faut identifier les facteurs prédisposants, souvent l'alcool la veille, la soirée avec un peu de cocaïne et d'amphétamine, le stress, l'exposition au froid. Vont précipiter ce genre de problème. Et il y a des médicaments auxquels il faut se méfier. Le 5-FU, c'est bien connu, est un pourvoyeur de spasmes, et les antimigraineux. Lorsqu'on fait cette recherche de spasmes, en prenant une cohorte de patients qui ont fait un SCA-ST- ou un SCA-ST+ avéré, avec troponine, modification électrique, mais chez qui je n'ai pas retrouvé de lésion coronaire obstructive, je vais démasquer 50% de spasmes en faisant un test à l'acétylcholine. Donc c'est un bon rendement et c'est un chiffre qui revient à travers les séries. Et donc il faudra faire un métergin en étape 1. En étape 2, si ma recherche de spasme est négative ou si j'ai un spasme mais je ne suis pas franchement convaincu, il va falloir aller plus loin dans les investigations, rechercher un mécanisme embolique ou une thrombophilie. On a des cohortes qui nous ont montré que chez ces patients, on va retrouver, en fonction des cohortes, 10 à 15% de thrombophilie qui va peut-être favoriser, je dirais, la formation d'un petit thrombus qui va emboliser et donner un infarctus à un MINOCA. L'autre source
embolique, c'est le FOP auquel il fait penser. De plus en plus dans le service, on est sensibilisé. Chez des jeunes femmes qui vont faire un Minoka qu'on n'explique pas, qu'on met RG négatif, on va aller rechercher un foramen ovale perméable qui peut être une source emboligène dans les coronaires souvent qu'on va éventuellement fermer. Si on n'a rien trouvé, c'est une rupture de plaque d'athérome jusqu'à preuve du contraire. Si vous n'avez pas eu de dissection coronaire, si vous n'avez pas trouvé de spasme, s'il n'y a pas de thrombophilie, on va aller chercher la petite plaque. Et cette plaque, on va pouvoir la chercher en OCT, même si c'est difficile à faire de manière routinière en pratique. On sait que ça a également un bon rodement. Allié à l'IRM, on pourra mettre en évidence que ce territoire est lié à une plaque dans le vaisseau qui correspond au territoire. Et on pourra ainsi faire un diagnostic. Ainsi, dans tous les cas, et dans la plupart du cas, il faudra appliquer une prévention cardiovasculaire secondaire adaptée, un contrôle des facteurs de risque. Souvent, si les patients entendent infarctus à coronaire saine, ils vont penser « bon, bah ça va, mes coronaires, en fait, c'est bon ». Non, il faut les sensibiliser sur le risque de récidive. Il faut savoir qu'il y a un risque de mortalité de 2 à 3% par année et il faudra les traiter de manière optimale. La dernière question qu'on me posait, c'est l'INOCA. L'INOCA, c'est cette fois-ci l'angor à coronaire saine, ou à coronaire plutôt non obstructive. Et la question, c'est peut-on avoir un angor sans maladie coronaire visible ? La réponse est oui. On a le concept émergent de la microcirculation coronaire. Ce qu'on voit souvent en coronarographie, et malheureusement parfois on s'arrête là, c'est le top de l'iceberg, c'est les gros vaisseaux épicardiques qui font plus de 1,5 millimètre. Mais la vraie partie immergée, 90-95% de la circulation du myocarde, c'est de la microcirculation. C'est de la microcirculation pour la plupart capillaire qu'on ne va pas voir. Alors, cet INOCA, il a une définition et les guidelines récentes se sont penchées sur le sujet. C'est des symptômes d'ischémie myocardique, c'est l'absence de maladie coronaire obstructive, c'est une preuve d'ischémie myocardique avec une échographie d'effort ou, je dirais, un test d'effort qui va être positif. Et il va falloir mettre en évidence une dysfonction microcirculatoire, soit avec des résistances qui restent élevées à l'effort, soit avec un spasme microcirculatoire qui se met en place. Pourquoi c'est important de les explorer ? Parce que c'est en augmentation. Et même si ça touche en majorité des femmes, ça touche également les hommes. C'est 60% de femmes, 40% d'hommes, mais ça augmente. C'est des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et c'est des gens qui sont actifs avec une moyenne d'âge de 54 ans. Ils vont être extrêmement gênés par ces symptômes et ils vont avoir un pronostic qui va être plus mauvais. Lorsqu'on regarde le signal d'alarme qui a été donné par le NIH sur la Women's Ischemia Syndrome Evaluation, ils ont constaté qu'une femme sur 5 qui avait de l'angor mourait à 10 ans. Et que chez ces femmes-là, un tiers avaient des coronaires non obstructifs. Et c'est de là qu'est partie la nécessité de faire plus d'exploration. Ces patients avec un INOCA, ils vont avoir un retentissement sur la qualité de vie. Imaginez quand vous avez mal aux pieds, comment c'est gênant. Imaginez quand vous avez mal au cœur, le retentissement sur l'angoisse, sur le travail, l'errance médicale, la multiplication des examens et finalement pas de diagnostic. Alors maintenant, on a un algorithme. On va rechercher le spasme épicardique, l'angine microvasculaire et la dysfonction et le spasme microcirculatoire avec un schéma bien établi. En gros, on va simuler l'effort dans la coronaire pour voir si les résistances dans ces coronaires baissent. Si elles restent élevées, ça veut dire que ces petits vaisseaux ne s'adaptent pas à l'effort et c'est de là que vient le problème. L'autre étape, c'est de rechercher le vasospasme microcirculatoire en mettant de l'acétylcholine. Si la patiente ou le patient ont un symptôme de douleur dans la poitrine et des modifications électriques, même si on ne voit pas de spasme sur la choro, on pourra dire qu'il a un spasme de la microcirculation. Pour cela, ça nécessite un parcours patient dédié, d'accord, puisque ce sont quand même des procédures qui prennent un peu de temps, qui nécessitent un travail d'équipe, une formation, et donc c'est quelque chose à prendre au sérieux, puisque dans les années à venir, ça va augmenter. Quel traitement ? Et c'est souvent une idée, c'est souvent, je dirais, une question qu'on nous rétorque, on nous dit vous êtes bien gentil avec votre INOCA et vos explorations, mais en fait, c'est quoi les traitements ? Il n'y en a pas, c'est comme DAB, bêta-bloquant, IEC, statine, contrôle des facteurs de risque. Je dirais que le premier traitement, c'est de donner au patient son diagnostic. Et ça change tout, parce qu'on peut lui dire qu'on comprend ce qu'il a, qu'il n'y a plus besoin de faire d'autres examens, et qu'on va le faire entrer dans un parcours de soins adapté. Une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est à quel point la réadaptation cardiovasculaire avec le réentraînement à l'effort est important chez ces patients qui sont actifs
et ça va leur redonner confiance en leur capacité cardiaque et le plus souvent permettre de soulager les symptômes. Alors, Takotsubo, Minoka et Inoka, on connaît des choses, mais il faut reconnaître que la plupart de nos traitements viennent de la cardiologie conventionnelle, où on va traiter par exemple le Takotsubo avec les médicaments de l'insuffisance cardiaque classique. Le Minoka, on va traiter avec également, je dirais, de l'aspirine, du Plavix ou une DAPT standard. L'Inoka également, on va donner des bêta-bloquants, on va expliquer la pathologie, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. On ne sait pas prévenir, définir la population à risque, exactement pourquoi certaines personnes vont faire un Takotsubo, pourquoi non. Les polymorphismes génétiques, l'effet des nouveaux traitements antilipidiques, les traitements spécifiques de ces pathologies nécessitent encore de la recherche. Et donc pourquoi on ne sait pas ? Peut-être que c'est parce que ces derniers temps, la recherche clinique a surtout inclus dans les essais cliniques des hommes. On a un très beau papier du JACC qui indique que pour la prévalence d'une pathologie, lorsqu'on regarde l'essai clinique en lien, les femmes sont moins incluses que la prévalence de la maladie qu'elles ont, que ce soit pour le SCA, pour l'insuffisance cardiaque, pour la fibrillation atriale. En fait, elles ne sont pas vraiment dans les essais cliniques. Et là, les pathologies dont je viens de vous parler sont des pathologies qui touchent 60 à 90% des femmes. Heureusement, on a des événements comme celui-ci qui vont pouvoir mettre en lumière ces pathologies et peut-être stimuler la recherche pour mettre au point des traitements spécifiques. Je vous remercie pour votre attention. Question pour Michel. Alors, c'est vrai que cette physiologie en salle de galétérie, c'est un peu lourd à faire, ça prend du temps, mais c'est diablement important parce que, quand même, on va dire aux patients, vos douleurs, elles sont d'origine cardiaque ou elles ne sont pas d'origine cardiaque. Parce que la tentation est grande devant une coronaro normale de dire, vous avez rien, mais en fait, si, ça peut être des vraies douleurs d'origine coronaire au niveau de la microcirculation. Donc je pense que c'est important avant même de songer au traitement qu'on va leur donner. Exactement, pas plus tard que ce matin avec Jean-Philippe, on a une dame de environ 65-70 ans qui fait du vélo, des longues randonnées en vélo, qui a développé des douleurs dans la poitrine. Et cette dame, c'est vrai qu'elle a eu une petite errance médicale, elle a eu des stents sur des lésions qui n'étaient pas forcément serrées. Et lorsqu'on a fait les exercices de microcirculation, on a découvert qu'elle avait des résistances élevées. Et elle nous a dit qu'elle était soulagée par le Corvasal qu'on lui avait prescrit quelques temps avant. Et pour elle, pour son quotidien, cette dame de 65 ans qui est très active, qui fait du vélo, la randonnée, elle était vraiment gênée par ses douleurs. Maintenant, elle ne le sera plus, elle est rassurée, il y a un diagnostic et ça nous permet d'avancer.